Ça va venir comment à ton arrière ou pas? Je ferai une présentation peut-être plus détaillée tout à l'heure quand je parlerai des femmes par rapport à mon parcours. Donc là, je vais peut-être rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, l'estime de soi, c'est peut-être juste dire que je travaille, j'ai plusieurs casquettes en fait, et je suis psychothérapeute, je reçois en consultation privée à Charleroi, et j'enseigne aussi la religion au niveau collège-lycée. Donc chez nous en Belgique, on a des cours philosophiques qui sont inclus dans le programme scolaire et qui sont des cours philosophiques à orientation religieuse si les parents le souhaitent. Et donc ça se passe dans le cadre de l'enseignement officiel. Ce qui fait que je suis régulièrement en... On va dire que c'est bien parce qu'en fait ça nous pose plein de problèmes en Belgique, mais bon voilà, pour le moment en principe, sur le principe, c'est une formule très intéressante et qui respecte en principe beaucoup la liberté religieuse, mais ça se passe de façon assez parfois paradoxale. Voilà. Ce qui fait que je suis quand même régulièrement en contact avec des jeunes un peu plus jeunes que vous peut-être, parce que ben, voilà, ça commence à 12-13 ans jusqu'à 20-22 ans pour certains retardataires, puisqu'après on est au bac et puis c'est les études supérieures. Voilà, le reste j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure, Inch'Allah. Alors donc ici, ben, vous êtes tous plutôt enfants que parents. J'imagine qu'aucun d'entre vous n'est encore parent facile. Quelques-uns sont d'accord. Alors je vais quand même dire quelques mots par rapport à ça, parce que c'est important aussi. D'abord, la première chose, c'est que on est tous et toutes musulmans en principe, j'imagine, ici, et que quand on parle d'estime de soi, on vient, il y a d'abord peut-être un préjugé que j'aime bien aborder, peut-être pour vous inviter à apporter un regard neuf aussi sur ces notions-là. Et pour ce premier préjugé, je vais me lever, donc je suppose que vous entendrez quand même, parce que la salle n'est pas très grande, et on va d'abord faire un petit travail de réflexion ensemble pour voir un petit peu ben, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'estime de soi, et aussi à une notion ben, qui est très importante dans notre religion, c'est la notion d'humilité. J'avais vu qu'il y avait un... Ah oui, vous l'avez mis là, ok. Alors ce que je vais vous demander de faire, c'est de réfléchir une minute ou deux à ce que ces deux notions, estime de soi et humilité, vous inspirent juste comme mots comme ça, qu'on fasse un petit brainstorming par rapport à ça. Et puis on va juste inscrire ces mots au tableau, que vous les ayez un peu sous les yeux au moment où je vais développer un peu plus le regard que je vais vous inviter à poser là-dessus. Donc voilà, on y va. Vous m'entendez? Ça fait bizarre de passer une fois rien du tout. Parce que sinon tu m'entends pas, c'est ça? Oui. Si je mets comme ça, c'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Alors voilà, on va juste faire deux colonnes. Alors, estime de soi et humilité. Parce que si on commence pas par là, alors, qui se lance? Ce que ça vous inspire et vous me dites de quel côté vous pensez que ça doit être mis, et puis on verra s'il y a des choses à déconstruire, ou bien si déjà d'emblée vous êtes dans ce qui me semble être juste. Après, tout est relatif, la vérité est quelque chose de... Surtout chez les psys, la vérité ça n'existe pas. C'est très relatif. Alors qui se lance à l'eau? La confiance. Estime de soi, je mets confiance. Après, Positivité. comment? Être positif. Oui, être positif, positivité, estime de soi. Une sœur? Oui. C'est l'idée qu'on se fait en fait de nous, de notre personnalité et de nous en société. Oui. L'idée de nous. Il faut les inviter. Oui. Connaître les points forts et les points faibles. Oui. Estime de soi, ça?
alors le frère il fait déjà très très fort, parce qu'il commence par le... Il commence par le fort et puis le faire. C'est bien, tu auras un bon point. Je ne fais pas trop de d'orthographe parce que j'écris vraiment pas compris. Valorisation. L'humilité, ça vous dit rien? Piété. Vouloir s'améliorer dans l'humilité. Humilité, vouloir s'améliorer. Attends, d'abord une sœur. La Valérie Hervé. Être créatif dans l'estime de soi. Être créatif. Quand le tableau est rempli, on arrête. Et puis je travaille un peu. Plus. Repousser mes limites. Poser les limites. Repousser les limites. C'est poser les limites, c'est ça? Repousser les limites. Dans l'humilité? Oui. D'accord. J'ai déjà mon préjugé par rapport. Je pose sur ce que tu dis. J'essaie d'interner une sœur. Modestie pour l'humilité. Et puis Ambitieux pour ambitieux. Je mets ambition, c'est la même chose, hein, ça pour le terme général, c'est bon. Encore un ou deux mots, c'est bon? Sans remettre à Dieu, c'est se remettre en cause, c'est bon, je fais comme ça. Donc on a beaucoup de choses, c'est bon. Vous allez voir que tout ce que vous dites, globalement est vrai. Vous allez voir qu'en fait, vous verrez si vous avez laissé cette ligne entre les deux. Vous choisirez, parce que moi je ne suis pas là pour imposer une façon de voir et de penser. En fait, c'est le micro qui me... Vous m'entendez? Oui. C'est bon comme ça? Ok. Et donc, en fait, quand la première fois que on m'a demandé de parler d'estime de soi, je me suis posé la question, je me suis dit, bah, tiens, c'est vrai que tous les musulmans, ben, on est avec cette idée que nous devons faire preuve d'humilité. Et quand on parle, au départ, quand on parle d'estime de soi avec des personnes qui sont musulmanes, souvent les premiers trucs qu'on a c'est non, parce que l'estime de soi, c'est on va attraper la grosse tête, on va devenir orgueilleux, on va se la péter, comme on dit de façon un peu plus familière. Et donc on se dit, mais non, c'est pas bon en tant que musulman, surtout il faut pas ça. Alors, je me dis, ben, avant de parler d'estime de soi, c'est important d'abord de se dire, d'abord, qu'est-ce que c'est l'humilité? Alors, l'humilité, ben, ce serait quoi? Ce serait peut-être la piété, vouloir s'améliorer, pousser les limites, modestie, etc., se remettre en cause. Souvent, quand on parle de ça dans le langage courant, on se dit l'humilité, ben, ça serait peut-être de ne pas se vanter. On se dit oui, non, voilà. C'est pas forcément être orgueilleux que quand on ressent de la fierté, quand on a accompli quelque chose de bien. Parce que ben, y a aussi ce qu'on appelle la fierté légitime. Si j'ai accompli une bonne action, ben, je peux me sentir fier sans pour ça être orgueilleux. Hein, il y a vraiment des nuances à mettre. Alors, peut-être que l'humilité, ce serait de voir qu'est-ce qu'on va faire avec la fierté. Parce que d'être fier, c'est une chose, et puis ben, je peux monter sur la table là et vous dire « Oh les gars, j'ai fait un truc magnifique », ou alors peut-être juste partager la chose avec quelques personnes que j'aime bien pour leur dire « Tu sais, je suis vraiment content parce que j'ai pu accomplir telle chose ». Et donc peut-être que l'humilité, ça va être plus dans la manière dont on va dire les choses, et peut-être aussi dans cette fameuse niya qu'on a dans toutes nos actions hein, en islam. C'est vraiment là que la différence va se mettre. Oui, et pas tout à fait, parce que l'humilité, finalement, c'est vraiment un état d'esprit qu'on doit avoir. C'est quelque chose qui va faire partie de notre intériorité.
Et bien sûr que ça va teinter mais tout ce qu'on va faire. Si vous avez quelqu'un qui pose le même acte et qui va le faire d'une façon ostentatoire ou quelqu'un qui va le faire d'une façon un peu plus discrète, ben, à l'intérieur il peut ressentir de la satisfaction, ce ne sera peut-être pas forcément la même satisfaction. L'humilité, c'est aussi, surtout, on parlait de s'en remettre à Dieu, voilà, c'était vraiment la chose qui m'a le plus touchée là-dedans, c'est aussi notre façon d'être sur la terre et surtout une façon d'être devant Dieu. Alors c'est un idéal, c'est sûr et certain, parce que nous, ben, toute notre vie, on va devoir travailler sur plein de choses, on va essayer de s'améliorer, et puis toute notre vie et tous les jours, on va se dire, zut, là, il y a quand même un truc, j'aurais mieux fait de pas parler comme ça, j'aurais mieux fait de pas dire ça comme ça, j'aurais peut-être dû... voilà, tous les jours, on aura des petites choses, et c'est à ça d'ailleurs que nous sert en grande partie notre prière. Et puis toute notre vie, on va essayer de s'améliorer, de tendre vers un idéal. Alors l'humilité, c'est quelque chose qui commence avec la conscience d'être. Alors en tant que musulman, quand on dit « il n'y a de Dieu que Dieu », on dit qu'il n'y a que lui qui est supérieur à tout ce qui est. Que Dieu est dans la plénitude, qu'il est le créateur, que nous sommes ses créatures et que Dieu en fait dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Alors j'ai repris d'une conférence de Tariq Ramadan que je trouvais qu'elle était vraiment très très bien faite par rapport à ça. C'est quelques petites phrases qui résument vraiment bien ce qu'est l'humilité. C'est j'ai la conscience d'être que je suis et j'ai la conscience d'être limité par rapport à ce que Dieu est. C'est j'ai mais je n'ai pas tout, je sais mais je ne sais pas tout. Je suis bon ou je suis bonne, mais pas tous les jours. J'ai la conscience que je suis parfois mauvais. On parlait de connaître ses limites. La conscience que si lui est sans limite, moi je suis dans le limité. Si lui est dans l'éternité, ben moi je suis dans le temporel. Que si lui il est parfait, ben moi forcément je suis imparfaite, puisque je suis une femme. Et la conscience que si lui peut tout, ben moi je ne peux que si Dieu veut, effectivement. Donc quand on a tout ça, évidemment c'est tout un programme et ça pourrait représenter quasiment toute notre quête spirituelle tout au long de notre vie. L'humilité c'est aussi à rapprocher avec la connaissance de soi. C'est important de prendre conscience de ce que nous sommes et de faire un travail justement pour savoir quelles sont les limites de notre propre personne. Il y a toute cette théorie parce que finalement c'est de la théorie et puis comment est-ce que nous, tous les jours, on va s'approprier dans notre vie quotidienne. Quand vous allez marcher sur les voies de l'humilité, vous allez ressentir un grand sentiment de liberté. Parce que l'homme qui est vraiment libre, c'est celui qui est au clair avec ses limites et qui a conscience qu'il est le serviteur de Dieu. Alors, en quoi est-ce que ça nous rend plus libres? Parce que si on accomplit l'obligatoire en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on va se libérer en fait de la soumission aux passions. Et toute notre vie spirituelle, elle va être faite de choses qui en apparence sont contradictoires, c'est-à-dire que plus je vais dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, plus finalement je vais me libérer de plein de choses. Et c'est vrai que du coup, quand on a des notions comme celle-là, on ne peut plus les opposer et vous allez voir au fur et à mesure que ça va se confirmer encore plus. Alors, l'humilité, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément directement en venant au monde, c'est quelque chose qu'on va devoir travailler, mais c'est quelque chose qui ne se transmet pas. Ça, c'est vraiment important de savoir, parce que finalement, vous serez quand même tous un jour par an, puis il y en a quelques-unes qui sont maman déjà ici, c'est que l'humilité, vous ne pouvez certainement pas forcer quelqu'un à devenir humble. Et que c'est certainement pas avec l'humiliation qu'on va arriver à devenir humble. Et même en tant qu'enfant, si on a vécu certaines choses, en tant que personne, même si on n'est pas encore parent, on peut prendre conscience aussi de ça par rapport à des choses qui nous sont peut-être arrivées dans notre vie. Quand on fait subir des situations humiliantes à une personne, en espérant qu'elle va devenir humble, on commet une grave erreur. Parce que l'humiliation, ça va engendrer quoi? De la honte, ça va engendrer de la haine, ça va engendrer de la colère, et à long terme, tout ça, ça devient destructeur. Alors, il y a des gens qui me disent, mais ça marche, hein, parce que moi, quand j'ai infligé à mon enfant une sanction humiliante, il n'a plus jamais recommencé. Ça, c'est possible, mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et puis, en fait, quand vous avez fait des choses comme ça, ce que vous risquez de faire, c'est que vous infligez quelque part une blessure d'amour-propre. Et le problème avec les blessures d'amour-propre, c'est que c'est comme un poison une flèche empoisonnée qu'on va entrer dans le cœur de quelqu'un,
et qui à la longue va donner non pas de l'humilité, mais plutôt de l'orgueil. Et en fait, l'orgueil est la plupart du temps une réponse à des blessures d'amour-propre. Et quand on est orgueilleux, on ne peut pas avoir une bonne estime de soi, en fait. Et l'estime de soi et l'humilité sont deux choses qui vont en réalité ensemble. Parce que si on a une bonne estime de soi, on peut lâcher prise. Ce n'est pas un problème. Si on n'a pas une bonne estime de soi, si on a avec des colères, si on a subi de l'humiliation, eh l'humilité, c'est juste pas possible. Et donc, au bout du compte, mieux on va s'aimer, plus on va arriver à être humble. Quand j'ai en psychothérapie, quand les personnes viennent me voir, la plupart du temps, c'est des choses comme ça qu'on va mettre au jour. Et parfois, les gens sont forts dans la résistance en disant non, non, on m'a pas fait de mal, on m'a pas fait de mal, mes parents ils ont été gentils, on n'est pas en train de chercher des coupables, on est juste en train d'essayer de prendre conscience de ces choses qui parfois nous habitent, et parfois c'est tout à fait involontaire aussi, et on n'est pas du tout en train de faire le procès de qui que ce soit, je ne parle jamais dans ces termes-là. Alors, donc, pour pouvoir marcher sur cette voie de l'humilité, une bonne estime de soi, ça va être une clé importante. Alors, on va essayer aussi de déterminer ce que c'est l'estime de soi, et puis vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, dans l'échange qui suivra, vous pourrez m'interpeller s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres ou qui vous heurtent. Alors, l'estime de soi, il y a une définition que j'aime beaucoup parce qu'elle est tout à fait complète, et en faisant cette définition-là, on explique vraiment tout le concept d'estime de soi. On a parlé tout à l'heure d'évaluation, je pense, de savoir les points forts et les points faibles. Et bien l'évaluation, l'estime de soi est définie comme l'évaluation positive de soi-même. C'est une évaluation positive de nous-mêmes qui est fondée sur la conscience de sa propre valeur. Conscience de sa propre valeur, ben, c'est les points forts et c'est les points faibles. Quand on sait ça, on sait ce qu'on vaut. Et ce n'est pas en termes de « je vaux plus que toi », on peut avoir des valeurs différentes par nature. Quelqu'un peut être très doué dans un domaine et beaucoup moins dans l'autre et vice-versa. Et c'est comme ça aussi que Dieu nous a voulu, hein, tous différents et complémentaires. Donc, quand on a conscience de sa propre valeur, ben, on est au clair avec ce qu'on peut donner aussi à la société. On a donc l'estime de soi, évaluation positive de soi-même, fondée sur la conscience de sa propre valeur et aussi de son importance inaliénable en tant qu'être humain. Ça veut dire que je suis une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et je suis un élément important de la création. Il n'est pas question de me considérer comme un élément négligeable, et toute notre religion nous amène à ça aussi. C'est que nous sommes réellement une amana de Dieu pour nous-mêmes quelque part. Donc on est prié de s'occuper correctement de nous-mêmes, de notre corps, de notre esprit, etc., etc. Donc on ne peut pas dire que l'humilité, ça serait de s'humilier ou de s'infliger de mauvais traitements. Une personne qui s'estime, elle va se traiter avec bienveillance et elle va se sentir digne d'être heureuse et d'être aimée. C'est aussi quelque chose d'important, sachant que le bonheur, c'est un sentiment qui est tout à fait subjectif et qui est juste lié à la perception qu'on a de la réalité. Parce que la même réalité, selon qu'on va la regarder comme une bouteille à moitié pleine ou une bouteille à moitié vide, elle ne va forcément pas nous apparaître de la même façon. L'estime de soi, c'est aussi fondé sur le sentiment de sécurité que donne la certitude de pouvoir utiliser son libre arbitre, ses capacités et ses facultés d'apprentissage pour faire face de façon responsable et efficace aux événements et aux défis de la vie. Cette longue phrase un petit peu compliquée, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est simplement que le sentiment de sécurité, il est très très fortement lié à l'estime de soi. Vous allez vers des populations qui sont en période de guerre, en période de grands troubles, etc. En général, les gens, ils ne sont pas trop bien dans leur peau. On le voit après des grosses catastrophes, après, quand les gens sont très traumatisés, et bien souvent, on a un travail à faire pour restaurer leur estime d'eux-mêmes, parce que c'est lié très très fort au sentiment de sécurité. Quand on a la certitude qu'on va pouvoir utiliser son libre arbitre, c'est quand même beaucoup plus simple que d'être au clair avec soi-même, ses points forts, ses points faibles, repousser ses limites, sa modestie, etc. C'est beaucoup plus fluide. Alors l'estime de soi, c'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. Hein, je le disais tout à l'heure, ça se construit, ça s'acquiert. Je le disais pour l'humilité, pour l'estime de soi, c'est la même chose. Alors, le développement de l'estime de soi, elle va prendre sa source première dans l'attachement. L'attachement, c'est quelque chose qui est très important. On parlait il y a 2 minutes de sentiment de sécurité.
quand vous venez au monde, et puis pour les mamans et pour les papas, quand un enfant vient au monde, il est complètement dépendant des adultes qui l'entourent. Et il passe d'un statut où il est dans un milieu tout à fait protégé, avec la clim, l'alimentation automatique, enfin tout est automatique, c'est merveilleux, ça ne dure pas très très longtemps parce qu'un beau jour, pas de chance, il faut passer par ce tunnel un peu bizarre, il faut venir au monde. Et à partir de là, l'enfant, il est très très dépendant des adultes. Et c'est une question de survie dans l'espèce humaine. Un humain seul est un humain mort. Et donc, notre instinct de survie, il nous pousse à nous attacher très très fort à notre maman d'abord, puisque c'est de son corps que nous sortons au départ. Et c'est vrai que quand il y a des problèmes d'estime de soi, parfois on va découvrir qu'au niveau de l'attachement, parfois il y a eu des petits accidents. Et c'est pas forcément parce que les mamans sont mauvaises ou qu'il y a quelque chose, mais parfois juste il y a des aléas de la vie qui font qu'il y a une séparation précoce entre une maman et un bébé, ça arrive en cas de maladie, ça arrive en cas d'accident, voilà. Et donc on va parfois retrouver des problèmes d'attachement. Problème d'attachement, quand on a un bon attachement, on se sent en sécurité, on sait qu'on va pouvoir y revenir. Quand l'attachement, il y a eu des petits problèmes, et bien, là on a parfois des choses à remettre en ordre. Et ça c'est très très fort lié à l'estime de soi. L'estime de soi est aussi alimentée par les jugements positifs des personnes significatives. Alors, les jugements positifs, c'est quoi? C'est, je regarde un enfant et je pose un regard sur ce qu'il fait, j'ai le choix. Ou bien, alors, pour ceux, c'est pas très très loin, j'imagine, pour tout le monde, le fameux bulletin scolaire, je ne sais pas si vous le montrez encore beaucoup à vos parents, si vous êtes déjà de jeunes adultes, mais le bulletin scolaire, qu'est-ce qu'on fait en général? On regarde rapidement, et puis, qu'est-ce qu'on regarde la première chose? Les mauvaises notes. Elles sont en quelle couleur, les mauvaises notes? En rouge, voilà. Hein. Vous pouvez imaginer un bulletin qui soit multicolore avec les mauvaises notes en noir, par exemple. Nous, là, on le met en rouge, bien visible, et c'est en général le premier truc qu'on regarde. Et on le fait tous, hein. Je veux dire, notre société a été est construite comme ça. L'estime de soi, elle est alimentée par le jugement positif, c'est-à-dire que c'est la capacité aussi du parent, à un moment, de se dire, ok, je sais pas, il y a 10 cours, il y a 10 matières. Sur les 10 matières, il y a 2 petits échecs. Ça arrive, c'est de dire, Masha'Allah, comment tu as fait pour réussir 8 matières sur 10, Barakallah. Fameux entraînement, à faire ça, je vous assure. Mais voilà, ça, et la personne significative, c'est le parent, c'est le substitut parental, c'est le grand-parent, enfin voilà, c'est la personne qui élève l'enfant. Et c'est vrai que ce jugement positif-là, eh bien, elle va alimenter notre estime de soi. Pourquoi? Parce que, ben, qu'est-ce qu'on va faire nous-mêmes? Quand on va recevoir son bulletin, avant de le ramener à la maison, on va regarder la première chose, les notes rouges. On va dire, yes, j'ai cartonné en maths, j'ai fait ça en français, c'était bien, machin, j'ai bien étudié ça, j'ai bien réussi. Nous, on va d'abord regarder, ouf, ça va, il n'y a pas de rouge, c'est bon. Bien alors, ah, bon, il y en a qu'un ou deux, ça va, bon, comment est-ce que je vais faire pour vendre le truc à mon parent, machin, etc. Et on est plutôt là-dedans que de se dire, une évaluation positive de ce qu'on a fait. J'ai bossé, j'ai un résultat, tiens, là, il y a quelque chose, on réfléchit, c'est tout un travail aussi. Alors, elle est aussi déterminée par la qualité de ce qu'on appelle le monologue intérieur. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais moi, régulièrement, je me parle à moi-même. Quand je m'apprête à faire quelque chose, une petite voix, là, en moi, qui me dit, tiens, Dominique, comment ça va se passer? Ben, ce matin, j'ai pris le train, hier soir, on va me coucher, j'espère que je vais entendre mon réveil, je prends le train ce matin, il ne faut pas que je le rate, machin, etc. Bon, on est tout le temps en train de se dire des choses comme ça. Et il se fait que ce monologue intérieur, ben, il est tantôt positif et puis tantôt négatif. Donc, si on a le temps, après, on fera un petit exercice par rapport à ça, Inch'Allah. Il y a des travailleuses sociales en Belgique qui ont fait tout un travail avec des enfants et qui ont donné des noms à ces petits personnages. On va jouer avec ça tout à l'heure, quelques minutes si vous voulez bien. Et je vous l'explique, comme ça vous allez pouvoir vous mettre un petit peu en train par rapport à ça. Et qui ont proposé de surnommer la petite voix qui nous dit tout le temps des trucs négatifs, l'appeler Néga. Le négatif, c'est pas très compliqué. Et donc Néga, c'est la petite voix qui nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit Néga? Qu'est-ce qu'il peut nous dire comme genre de phrase? On s'apprête à rentrer dans l'examen, dans la salle d'examen, puis qu'est-ce qu'il nous raconte? Tu vas jamais y arriver, puis quoi d'autre? C'est pas bon, t'as tout oublié, t'es nul, t'es fatigué, de toute façon le prof il t'aime pas,
De toute façon, c'est un raciste, de toute façon, il n'aime pas les filles voilées, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. On a aussi l'autre petite voix à côté, qui est la voix posy, hein, n'est-ce pas? Et puis, on est souvent entre ces deux machins-là. Et qu'est-ce qu'il peut nous raconter, Posy? T'es la meilleure. Tu peux le faire. Tu vas y arriver. Je suis trop fort. C'est plus dur, hein? Ah, tout de suite. Qu'est-ce qu'il peut nous dire aussi, Posy? Fais de ton mieux. C'est bon. Tu as étudié quand même un minimum. Et puis si ça se trouve, tu n'as peut-être pas étudié la moitié de ton syllabus, mais bon, tu n'auras peut-être que des questions dans la moitié que tu as étudié. Ça arrive parfois. Moi, ça m'est arrivé. Hein. C'est pas examiné. Donc, voilà. Quoi d'autre encore? Allez, Posy. Oui, allez. Quoi qu'il arrive, c'est pas très grave. Et puis quoi, j'ai entendu? Tu as déjà essayé. Tu auras déjà essayé, bien sûr. Tu as déjà essayé, tu y es, c'est bon. Voilà. Ça, déjà, rien que par rapport à l'estime de soi, c'est un exercice, c'est de se dire, bah, tiens, comment je vais apprendre à faire parler plus mon petit posique, mon petit néga. Parce que néga, ça sort, mais tout seul. Hein. Franchement. Dans les thérapies de couple, c'est terrible. Hein. Raconter tout ce qui ne va pas, mais ça prend ça tout seul. Et quand vous demandez à un couple, qu'est-ce qui va bien entre vous? Et parfois, quand on a débloqué le machin, ça sort tout seul. Hein. Après, vous dites, ouais, mais non, mais là, oui, mais ça, ah, c'est trop. Et souvent, en détournant les gens de leur obsession de ce qui ne va pas, et puis boum, il y a des choses positives, et puis là, on débloque quelque chose et ça sort. On doit faire la même chose avec notre monologue intérieur. L'estime de soi, je le dis, c'est pas acquis une fois pour toutes aussi, elle se nourrit par les succès. Donc c'est vrai que si on ramasse échec sur échec pendant quelques semaines ou quelques mois, notre estime de nous, elle va en prendre un coup. C'est humain et c'est normal. Simplement, il faut en prendre conscience et il faut travailler pour remettre les choses dans le juste milieu. Et donc, elle doit être réactivée régulièrement pour se conserver. Donc c'est périssable l'estime de soi. Donc il faut travailler par rapport à ça. Alors, comme je l'ai déjà dit un petit peu, le rôle des parents est primordial dans l'estime de soi. Parce que c'est aux parents que l'enfant s'attache. Ce sont eux qui portent un jugement permanent sur les actes et les réalisations de leur enfant. Et ce sont eux qui sont les premiers à pouvoir réactiver l'estime de soi pour leur enfant. Donc c'est vraiment important de se dire que même en tant que parent, si on s'est planté, si on a dit des trucs pas très sympas, etc., etc., il faut jamais, jamais, jamais non plus soi-même laisser notre néga nous dire « t'es vraiment qu'un gros nul » ou « t'es vraiment qu'une grosse nulle en tant que parent ». On dit tous des trucs qu'on ne devrait pas dire, on a tous des paroles qui dépassent notre pensée, mais il faut savoir et partir avec ça, qu'en tant que parent, et c'est très valable quand nos enfants sont assez jeunes, quand on travaille avec des adultes qui ont été des anciens enfants blessés, ils le confirment la plupart, c'est que il suffit que le parent, même avec des parents qui ont fait des choses très très graves avec leur enfant, il suffit que le parent s'arrête de maltraiter et dise juste 2 phrases positives à l'enfant, et tout ce qu'il a pu se faire pendant toute une vie, c'est gommer. Donc, je ne dis pas que ça ne répare pas toutes les blessures intérieures, il y a quand même un travail à faire pour la personne, mais c'est magique comme de la pommade cicatrisante ultra rapide. Hein? Et donc, soyez indulgents envers vous-même, les parents, même quand vous avez dérapé, sachez que vous êtes les plus efficaces par rapport à ça. Et d'ailleurs, quand on a des parents qui sont un peu dévalorisants avec leur enfant, ou même parfois beaucoup, ça arrive, eh bien, vous n'avez qu'à demander aussi à vous-même, si c'est votre cas, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? C'est qu'un jour, mon père ou ma mère me disent « c'est bien ». Juste ça. Et puis, on va vous dire ça pendant une semaine, des années de messages négatifs vont être balayés. Alors, l'estime de soi, elle varie. Elle varie selon les étapes de la vie aussi. Hein. Il y a des moments où on est plus fragile. L'adolescence, je vois que vous en êtes quand même tous relativement sortis, hein, d'après les âges que j'évalue. Mais voilà, ça reste il y a des périodes de la vie où c'est plus difficile. L'estime de soi aussi, elle peut se développer à tous les âges. C'est important de se dire que même si on a... Moi, je reçois en thérapie parfois des personnes relativement âgées. Ma patiente la plus âgée a plus de 70 ans. Et elle s'attendait un petit peu à ce que je me moque d'elle ou que je prenne ça... je dis, pas du tout. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est vrai qu'elle est en train de faire un travail, magnifique sur elle-même, qui va lui permettre de vivre les années qu'il lui reste à vivre de façon sans doute beaucoup plus confortable. Et c'est une personne avec laquelle on travaille justement, entre autres, l'estime de soi.
Elle varie aussi selon les domaines de la vie. Très important de savoir. Parce que vous pouvez être tout à fait à l'aise, par exemple, dans votre famille, et puis au niveau social, et pas du tout, ou le contraire. J'ai un frère l'autre jour, j'étais très très étonnée, qui me disait « Moi, ma famille, je ne peux rien faire devant eux. » Et c'est un gars qui assume au niveau social, etc. Puis quand il rentre dans sa famille, il est vraiment... il n'a pas du tout confiance en lui. Ça, voilà. Alors, développer l'estime de soi, c'est quoi? Alors, c'est d'abord apprendre à me faire confiance dans l'action et dans mes relations. Ça veut dire que, mon petit posy, ça va aller, tu peux le faire, c'est bon, voilà, tu as fait ce qu'il fallait, tu as préparé. Et puis même si on a un peu d'appréhension, c'est de se dire non, on peut le faire. C'est vraiment la confiance dans soi. Dans ses relations aussi, c'est de se dire que on est beaucoup comme ça. Quand on a un problème, on a l'impression que tout le monde autour de nous va bien, que tout le monde autour de nous a confiance en lui, que ça va tout seul pour tout le monde, sauf pour nous. On est vraiment le gros nul ou la grosse nulle de toute la bande. Et puis quand vous parlez 3 minutes avec les personnes, et vous avez une personne devant vous, purée, elle a l'air d'avoir confiance en elle. Ah oui, t'hésites aussi toi avant d'entrer là, de faire ça? Ben oui. Et alors, on se rend compte qu'on a presque tous des petits trucs comme ça pour passer au-dessus de nos corps, parce qu'on en a tous. Et que finalement, voilà, il n'y a pas que nous qui avons un problème. C'est aussi développer son estime de soi, c'est me faire respecter et respecter les autres. Alors, me faire respecter, ça veut dire que je suis une personne respectable et que si j'ai une bonne estime de moi, eh bien, je vais me placer en position plus haute. Je vais vous montrer, sortir ma petite échelle, parce que ça, c'est vrai que je n'ai pas encore de PowerPoint avec tous ces machins-là, il faudrait que je le fasse. Je vais fabriquer une petite échelle d'estime de soi, justement pour visualiser ce sentiment-là. C'est de se dire que, c'est juste des smileys, c'est rien de petite échelle, 0, je suis vraiment nul de chez nul, je suis vraiment rien du tout. Hein. 10, tout va bien, alhamdoulilah, je m'aime et je me respecte. Et puis entre les deux, des étapes intermédiaires, donc 4, 5, ça commence à aller, 6, 7, ça devient acceptable. Moi, je donne parfois des petits trucs aux personnes, on va travailler avec ça tout à l'heure, Inch'Allah, on va faire une petite réalisation que vous pouvez emporter. C'est que quand j'ai une décision à prendre, par exemple, me faire respecter, eh bien, je vais prendre ma décision à partir du moment où je me sens au minimum ici. Je ne vais pas aller prendre une décision là, parce que si je prends une décision là, c'est sûr et certain que je vais... voilà. Parce que je vais me planter. Il y a des moments où on n'est pas bien dans sa peau. Il y a des circonstances de la vie, il y a des domaines de notre vie où on doit travailler là-dessus. Et c'est vrai que prendre des décisions à certains moments, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Je vous la mets là. Hop. Ça, vous l'avez sous les yeux. Alors c'est aussi respecter les autres, avoir une bonne estime de soi. On parlait tantôt d'humilité, etc. Et d'estime de soi. C'est vrai que quand on se respecte soi-même, c'est toujours beaucoup plus facile de respecter les autres. Et que quand on a une bonne estime pour soi, on peut donner une bonne estime aux autres. Et que souvent, alors on parlait de l'approche systémique tout à l'heure, dans l'approche systémique on essaie de travailler vraiment justement sur l'ensemble des systèmes plutôt que d'essayer de travailler avec juste une seule personne. Hein. Et puis on se rend compte que par exemple dans une famille, quand on a des enfants qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, mais souvent on va avoir des parents qui n'ont pas non plus une bonne estime d'eux-mêmes. Et donc ils vont avoir du mal à être dans le respect vis-à-vis de leurs enfants, parce qu'au bout du compte, ils se respectent déjà pas tellement eux-mêmes, ils n'ont pas une bonne estime d'eux, et donc ils vont le faire rejaillir sur l'autre. Développer son estime de soi, c'est aussi reconnaître ses comportements, ses réalisations et les valoriser. Plutôt que de se dire, là, on travaille aussi avec nos petits posy, nos petits négas, on fait taire un petit peu négas, et puis posy, non, ce que tu as fait, c'est bien. C'est peut-être pas parfait, c'est jamais parfait, mais c'est bien, et puis on regarde ce qu'il y a plutôt que ce qui manque. C'est reconnaître ses erreurs. Alors quelqu'un a parlé de repousser ses limites, vouloir s'améliorer, se remettre en cause, voilà, c'est peut-être là. Et c'est en fait reconnaître ses erreurs, mais sans s'humilier, sans se déprécier, c'est-à-dire que je me suis planté, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, pardon. Ça veut dire qu'on va avoir d'un côté ce qu'on est et de l'autre côté ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment important. C'est pas parce qu'à un moment, je commets un acte
qui n'est pas sympa, qui n'est peut-être pas digne, qui n'est peut-être pas tout ce qu'on veut, je ne suis pas réductible à cet acte que j'ai posé à un moment. Et donc ça permet, alors faire ça avec les enfants c'est très utile aussi. Et on va se rendre compte que dans notre vocabulaire, ce qui nous sort mais tous naturellement, et moi la première, c'est « t'es méchant ». Un enfant n'est pas méchant. « T'es nul », oui. C'est quand même un peu plus de mauvaise humeur. Alors que si on apprenait à dire « ce que tu as fait est méchant, ce que tu as fait est nul », et qu'on se le dise à nous-mêmes aussi, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas très chouette. Mais ça ne fait pas de moi une personne tout entière pas très chouette. Je suis cette personne avec du bon, avec du mauvais. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Hein. Et c'est tous ces carrefours, tous ces Y, tous les jours, c'est le bien, le mal, le bien, le mal. Voilà, je fais comme ça ou je fais comme ça. On a des choix à faire tout le temps. C'est ce qui caractérise notre état d'être humain. Et donc, c'est vraiment pouvoir se dire, ben, là, j'ai pas pris la bonne branche du Y. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne fait que ça. De l'autre côté, je fais aussi plein d'autres choses qui sont correctes. C'est aussi développer l'estime de soi, m'accorder le droit d'être différent et tolérer la différence chez les autres. C'est toutes des choses qui vont tout le temps être interactives et dynamiques entre nous-mêmes, entre nous et nous, et entre nous et les autres. C'est se dire, je suis pas pareil à toi, je suis peut-être comme ça, moi j'ai telle caractéristique, moi je suis peut-être introverti, toi extraverti, je suis peut-être, je m'énerve vite, moi je suis patient, vous mettez patient, mais en même temps, ben, parfois t'es pas assez réactif, puis moi je suis réactif, et puis je suis proactif du coup, et on va se rendre compte qu'on est tous très très différents, et quand on commence à accepter ça, ben forcément notre estime de nous, elle peut être que remontée vers les 9-10, Inch'Allah. Développer son estime de soi, c'est aussi être capable de prendre des décisions, des initiatives. Alors ça ne sert à rien, si on a du mal à prendre des décisions, de se dire « Demain, je vais prendre la plus grande décision de toute ma vie pour avoir confiance en moi, parce que ça va sans doute avoir beaucoup de chance de ne pas marcher. » Ce qu'il faut faire, c'est travailler ce genre de choses, et c'est vrai que quand on n'a pas confiance en soi, on a du mal à prendre des décisions. Mais c'est de commencer par des petits trucs, mais tout simple, tout simple, tout simple. C'est de prendre de temps en temps un petit moment pour se dire tiens. Tout à l'heure, on est allé manger, on est allé déjeuner, et puis on est là, il y a plein de trucs devant nous, parce qu'on est allé dans un endroit où on se servait, et puis on a le choix entre plein de plats, et puis c'est un moment de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de manger, juste moi. Pas tiens, qu'est-ce qu'il va dire si je mange ça, qu'est-ce qu'elle va dire si je mange ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de manger. Prendre juste une minute. Si on a l'habitude d'hésiter tout le temps, pour ça, ça ne marchera peut-être pas du premier coup, mais on va développer comme ça, tout doucement, cette conscience et de se dire, mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est bon pour moi, etc. Parce qu'en fait, en psychothérapie, on ne fait jamais que ça. Hein. Ça a l'air très simple à dire. Tout ce qui est difficile est souvent très simple à énoncer. C'est qu'on va restaurer ça, c'est de sentir ce qui est bon pour nous. Et dans l'estime de soi, ça va jouer aussi. Et donc, quand on va prendre des décisions et quand on va prendre des initiatives, eh bien, on va travailler d'abord sur des toutes petites choses au quotidien. C'est de se dire une fois par jour, pas plus. Hein. Ça n'a rien de commencer à faire ça toute la journée. C'est une fois par jour se dire tiens, de quoi j'ai envie? Tiens, est-ce que c'est bien, j'ai choisi ça? Est-ce que c'est bien? Tiens, est-ce que j'aime ce que je suis en train de manger? Oui, non, puis voilà. Et puis on laisse aller. Et juste dans le début du changement, c'est la prise de conscience. Et quand on a la prise de conscience, on a déjà un quart du chemin qui est parcouru. Développer son estime de soi, c'est aussi être capable donc de réfléchir, d'agir, là on en revient au point précédent, et finalement d'évaluer les résultats de mes actions. Donc c'est à un moment je décide et je me lance, et je réalise quelque chose, et puis j'évalue. On a ça, l'évaluation, je ne sais plus qui l'a dit, mais en tout cas de pouvoir se dire, ben, dans ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et puis de pouvoir ben, en tirer les conclusions, et puis continuer à avancer sur son chemin. Pardon. Si je suis conscient de ma valeur personnelle, c'est donc que j'ai une bonne estime de moi, et si j'ai une bonne estime de moi, donc je vais devenir capable, alors ça c'est, comment est-ce que ça va être si cette estime de moi, elle est relativement bonne, donc à partir de 7, 8, ça commence à aller, eh bien, je vais être capable d'exprimer mes besoins. Très important en communication, ça, si un jour on a l'occasion
ou si vous avez l'occasion de suivre des formations en communication non violente, je vous invite vraiment chaleureusement à le faire. C'est un outil merveilleux qui permet de se développer, de développer sa confiance en soi, etc. Donc exprimer ses besoins, exprimer ses désirs, exprimer ses sentiments, ses idées et ses opinions. Tout ça, ce sont des choses qui vont être des clés de réussite pour tous les domaines de votre vie. Parce qu'à partir du moment où vous êtes capable de faire ça, vous allez être capable de communiquer correctement dans votre couple, vous allez d'abord être capable de choisir correctement un conjoint aussi, parce que ça, on en parlera demain. Finalement, c'est très complémentaire. Je m'en rends compte en faisant l'intervention, c'est que on va être capable aussi là, de se dire j'aime pas, qu'est-ce que je veux, enfin voilà, quel est mon projet de vie, comment je me positionne par rapport à tout ça. On va être capable aussi de faire des choix personnels, ça c'est un petit peu dans la même veine. On va être capable de prendre sa place dans un groupe. Alors, prendre sa place dans un groupe, c'est hyper important pour la vie familiale future. Parce que la famille, c'est un système, c'est un groupe dans lequel chacun a un rôle particulier à jouer. Et c'est vrai que quand on n'a pas une bonne estime de soi, il va y avoir un système qui va se développer sur notre mauvaise estime de nous, et qui donc va être un système qui va rouler, ça va être équilibré. Mais nous, on va avoir beaucoup de mal à bouger de cette place où on est peut-être dans un rôle trop effacé par rapport à nos besoins. On va être, alors, le groupe familial, et puis les groupes professionnels, et puis les groupes sociaux, etc. Prendre sa place, c'est quelque chose qui est très... Et prendre sa place, c'est pas s'imposer. Prendre sa place, c'est pas monter sur la table, dire je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort, c'est toujours moi qui ai raison, la plus grande, la plus belle, la plus forte, c'est moi qui ai raison. C'est pas ça. Prendre sa place, c'est justement pouvoir s'accorder avec les autres, pouvoir être dans le respect, tout ce qu'on a pu dire de l'estime de soi. C'est ça, prendre sa place dans un groupe, c'est pas s'imposer. Et également de se faire respecter, c'est toutes des choses qui ont à voir avec l'affirmation de soi. Je suis cette personne, et donc en tant que personne, je m'estime respectable, je peux respecter les autres, etc. Et donc on va voir dans tous les domaines de notre vie où ça va se décliner. Alors, je vais encore... peut-être qu'on pourrait faire un petit exercice, ou alors je vais d'abord terminer l'intervention et puis on fera tous les exercices après, comme ça sera plus interactif. Alors, peut-être un petit mot plus pour les parents et pour les futurs parents, de toute façon. En tant que parent, il faut apprendre par rapport à tout ça à se poser les bonnes questions, parce que chaque jour, on se demande si on est des bons parents, et chaque jour, ceux qui ne le sont pas encore, vous allez voir que ça vient très très vite. Il faut se demander si on est des bons parents, si on fait assez, si on fait bien, etc. etc. Et ces questions-là, elles sont constructives à une condition, c'est d'en faire quelque chose de concret, en fait. Alors, se poser des bonnes questions, c'est évaluer en tant que parent, et d'ailleurs dans tous les domaines de notre vie, on va évaluer régulièrement notre manière d'agir avec nos enfants, et on va faire ça sans concession. Pas pour s'humilier, mais pour s'évaluer en toute franchise, et pour identifier nous-mêmes les messages dévalorisants qu'on envoie parfois à nos enfants, même inconsciemment. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un petit travail qu'il est intéressant de faire en tant que parent, en tant que même accompagnateur. Je ne sais pas si on a la question dans des mouvements de jeunesse en tant que responsable, etc. Mais c'est vraiment important de pouvoir un petit peu se réformer. La première chose, changement, prise de conscience, eh bien, c'est d'analyser un petit peu où on en est par rapport à ça. Alors, on va se rendre compte qu'effectivement, la répétition, comme je l'évoquais tout à l'heure, elle va, même dans ce domaine-là aussi, elle est présente. Si on a été éduqué, je sais pas, vous êtes en majorité tunisien, je ne sais pas si on dit ça aussi en Tunisie, on dit là, ça aussi, les enfants. On a un petit peu été éduqué comme ça, et puis avec d'autres petits mots, il paraît que c'est vraiment pas du tout colonial. Moi, ça me fait toujours rire en tant que francophone, la plus truc de l'âme, mais il paraît que pour les arabophones, c'est vraiment pas bien du tout. Il y a des parents qui disent ça en longueur de journée à leur enfant. Mais qui s'en rendent même plus compte, qui voilà, qui sont là avec des insultes. Il y a celle-là, puis on en raconte d'autres, mais je ne vais pas raconter. Et c'est vrai que prendre conscience de ça, se dire à un moment, c'est pas. Non, il faut arrêter de faire ça. Donc c'est vrai que soi-même, si on nous a répété ça tout le temps, quand nous-mêmes on a affaire à des enfants, on va se rendre compte à un moment que ça sort tout seul. Parce que forcément, notre premier modèle, c'est nos modèles éducatifs, c'est nos parents, et donc on va avoir tendance à reproduire. Eh bien, il y a un moment, c'est de se dire, stop, on va essayer de faire autrement, on va essayer de remettre ça dans une énergie positive, parce que c'est vrai que les mots, c'est quelque chose qui peut vraiment faire très mal, ça peut être un poison émotionnel.
Et donc on essaye de rompre le cercle vicieux et on en fait un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on va devenir du jour au lendemain parfait, mais d'essayer de prendre conscience de ce qu'on fait pour faire tourner le cercle dans l'autre sens. Donc ça s'appelle un cercle vertueux. Ça veut dire qu'on essaie de repartir vers quelque chose de mieux. Alors, pour aider un enfant à développer son estime de soi, parce que, évidemment, il faut aussi des petits outils pour ça, on va essayer de donner à l'enfant des responsabilités qui sont adaptées à son âge. Il n'y a rien de pire que de se sentir, pour n'importe quel humain, il n'y a rien de pire que de se sentir inutile. Et donc, c'est pareil pour nos enfants, particulièrement quand on a un deuxième et puis un troisième enfant. Quand un bébé arrive, moi souvent quand je vais voir des familles qui ont des bébés, je rencontre quelqu'un qui a un nouveau bébé, je ne regarde pas le bébé, je dis comme ça, ça fait plaisir à la maman, machin. Et puis je parle au grand, je dis purée, c'est quand même chose que tu es en train de vivre, hein, parce que le bébé là, ça quand même vachement être casse-pied. C'est vrai parce que nos aînés là, quand on a un peu de reconnaissance sur ce qu'ils vivent, c'est terrible pour un enfant quand même. On est le seul, l'unique ou le dernier, hein, si on est au deuxième ou troisième enfant. Et c'est vrai que c'est important aussi à un moment de pouvoir valoriser un enfant. Et c'est vrai qu'un enfant qui va vivre des situations comme ça, mais si on lui donne des petites responsabilités, tout de suite il va se sentir mieux que si on lui dit non, reste dans ton coin, tout est focalisé sur le bébé. Enfin, je prends cet exemple-là parce qu'il est facile à comprendre et il y en a plein d'autres. Mais c'est quelque chose qui va aider l'enfant à se sentir utile. Je suis quelqu'un, je deviens quelqu'un. J'ai 4 ans, je vais apporter, je ne sais pas, le thermo là qui est sur la table, je vais l'apporter à papa ou à maman. Ben, je me sens utile. Et on voit des petits bouts qui sont vachement fiers de nous rendre des petits services. Il faut vraiment profiter de ça et développer ça. Et puis les responsabilités, c'est au fur et à mesure que ça monte en âge. Et c'est vrai qu'après, pour les adolescents, c'est pareil. Et souvent, on dit à nos adolescents, non, mais tu es vraiment à l'âge bête, tu es capable de rien faire, et donc je te confie plus aucune responsabilité. Et souvent, on fait pire que mieux parce qu'on a peur de dérapage, etc. Mais si on a pris l'habitude de donner des responsabilités progressives en fonction de l'âge, on va voir qu'on va avoir des jeunes qui vont traverser l'adolescence de façon un petit peu moins tempétueuse, on va dire. Quelque chose qui est très important aussi, c'est de permettre à l'enfant de réparer ses erreurs. Un enfant qui casse, eh bien, il faut lui permettre de réparer. Donc, quand je dis qu'il casse, c'est une façon générique de dire les choses. Mais on a souvent tendance, hein, un petit bout qui renverse un verre de jus d'orange. Alors on sait très bien, jus d'orange, ça colle, ça fait des taches noires. Après, zut, il faut tout recommencer, c'est très casse-pied, etc. Et donc on va dire non, laisse-moi, je sais comment je vais faire parce que je vais nettoyer de façon à ce qu'il reste plus de sucre et que ça colle pas, machin. Plus les sœurs sont souvent plus pointilleuses par rapport à ça. Et puis du coup, l'enfant, non seulement il a fait une bêtise, et puis il se sent pas bien, mais en plus, on ne lui donne pas l'occasion de réparer sa bêtise. Or, de dire à un enfant, de lui rendre de l'estime et de lui dire « Ok, tu as fait une erreur, mais je te donne l'occasion de réparer. Et oui, je vais te permettre d'essuyer avec moi. Ça va prendre environ 3, 4 fois plus de temps hein, quand on va le faire avec lui. Mais quand vous faites ça, vous avez semé des graines qui sont vraiment hyper importantes pour l'avenir. Alors, on enlève les moments où on est obligé de partir parce que ça va être l'école, machin. Mais chaque fois qu'on peut prendre 5 minutes de notre temps pour des choses comme ça, il faut essayer en tant que parent, parce que c'est des choses qui vont rapporter beaucoup plus pour l'avenir. Et quand on fait ça, oui, je ne vous donne pas des choses très très compliquées, quand on fait des petites choses comme ça, ça va permettre aux enfants d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes. Parce que ça veut dire que je suis un humain, donc je vais faire des erreurs, donc je vais casser, donc je vais renverser, donc je vais blesser à des moments, mais je peux réparer aussi, et donc je vais développer ces deux côtés-là de moi en harmonie. Valoriser aussi ce qu'il fait de bien et analyser avec lui ce qu'il pourrait faire pour s'améliorer. J'en reviens au fameux bulletin. Comment est-ce que tu as fait pour réussir aussi bien ton interro de maths? On ne demande jamais ça à nos gosses. Maintenant, peut-être qu'ils le font et tant mieux, mais je veux dire, on a plutôt tendance à dire mais comment tu as fait pour rater? Mais ça, rater, tout le monde sait. Mais de prendre conscience de ce qui a fait qu'à un moment on a pu réussir, même s'il y a le facteur chance qui joue, mais c'est quelque chose qui est hyper important pour l'estime de soi. Et après, parallèlement à ça, bien sûr, analyser les raisons pour lesquelles on a raté, mais en commençant par le positif et en terminant par le négatif. Toujours important. Donc le frère qui m'a dit point fort et point faible, il a déjà compris 90% de ce qu'il fallait comprendre. C'est aussi mettre en valeur, c'est un peu dans la même veine aussi, les potentialités de l'enfant.
c'est si on dit tout le temps oui mais Youssef lui il sait pas faire ça, ou bien Fatima elle sait pas faire tel truc, elle n'est pas douée pour ça. Ok, ben on le sait, mais pourquoi est-ce que Youssef est doué, pourquoi est-ce que Fatima est douée? Eh bien il faut essayer de ne pas oublier de le dire et de commencer par ça, puisqu'on ne sait pas, ben on ne sait pas, et puis voilà. Aussi, quand on s'exprime à propos des faiblesses de l'enfant, c'est aussi s'exprimer avec bienveillance par rapport à ça. C'est pas, oui, t'es vraiment, dans ce domaine-là, tu es vraiment un incapable. Pour toi, c'est un peu plus difficile, hein, ça. Déjà un peu plus facile à entendre. Par rapport à l'estime de soi, ben, quand on dit les choses de cette façon-là, on va tout de suite aussi s'accepter soi-même, et l'enfant va s'accepter lui-même avec ce qu'il sait faire et ce qu'il sait moins bien faire. Et il y a beaucoup de chances que si on parle comme ça, ben, ces choses pour lesquelles il est plus faible, eh bien, il va pouvoir se faire confiance pour s'améliorer. Vous savez, un gosse qui a du mal avec une matière à l'école, il aura du mal du début à la fin de sa scolarité. C'est comme ça. Et donc, à un moment de se dire, ok, on lâche prise par rapport à ça, on valorise tout ce qui va bien, et on essaye de l'aider à mettre en place des stratégies pour quand même se taper son cours de maths, parce qu'il faut bien, pour ceux qui ont des difficultés dans ce domaine-là, mais avoir le bac, parce que finalement, ben, il faudra quand même bien passer les maths pour avoir le bac. Et si on fait du 50-51%, ben voilà, on fait du 50-51%, et on sait que tout le reste, on peut y aller, quoi. Et là, on va avoir un enfant qui va plus facilement mobiliser ses ressources pour être capable de faire ce minimum pour réussir, et puis tout le reste. Et puis dans les études supérieures, ça va le suivre aussi. Il va pouvoir avoir cette évaluation-là, se dire, il y a des cours pour lesquels je ne serais peut-être pas capable d'avoir plus que la moyenne, minimum pour réussir, mais les autres cartonnent. Et puis, voilà, plutôt que si vous avez un enfant qui a une mauvaise estime de lui-même, un jeune adulte, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va partir sur ce qui ne va pas, et puis il va ça va déteindre sur tous les autres cours, quoi. Alors que si on part dans l'autre sens, on va avoir presque le même résultat, mais avec déjà, je veux dire, beaucoup plus de chances que ça marche, beaucoup plus de chances qu'on soit juste au-dessus que juste en dessous par rapport aux cours qui sont plus difficiles. Et puis on va le faire aussi dans de bonnes conditions. Et ça, c'est très important. Il y a aussi, vous allez voir que ça correspond à ce que je vous ai dit avant, éduquer nos enfants à faire des choix. Hein, en sachant aussi que choisir, c'est renoncer. Donc c'est toute l'éducation à la frustration, ça j'en parle dans les conférences sur l'éducation en long et en large, mais en tout cas, éduquer un enfant à faire des choix, c'est aussi éduquer l'enfant à sentir ce qui est bon pour lui, et puis de se dire, ce que je n'ai pas choisi, forcément je ne l'aurai pas, hein, et tout ça en fonction de son âge. C'est aussi faire participer les enfants au débat pour les décisions qui concernent toute la famille. C'est hyper important pour l'estime de soi, c'est-à-dire que l'enfant, c'est pas juste un petit animal qui pousse comme ça dans un coin de votre maison, c'est un membre à part entière, quand vous éduquez un enfant, vous éduquez un futur citoyen, vous éduquez un humain, et donc dès le départ, un enfant doit être humanisé, et humaniser un être humain, c'est le rendre responsable de ce qu'il fait, c'est lui donner de l'autonomie par rapport à ses choix, et c'est le faire exister en tant que personne qui compte, en fait. Alors, attention, c'est pas du tout mettre l'enfant, c'est pas le centre du foyer. Ça c'est quelque chose que j'essaie de rappeler à chaque conférence. Le centre du foyer, c'est les parents. Vous étiez là avant et vous serez là après, et votre enfant et vos enfants, il faut passer. Et donc la personne qui est au centre du foyer, c'est lui-même. L'enfant, il a une place, il a une vraie place, on l'entend, mais c'est pas lui qui décide. Ça c'est aussi très important. Parce que c'est vrai qu'entendre la voix de l'enfant, ça peut peser dans certaines décisions, parce qu'il y a parfois des choses auxquelles on ne pense pas, et que du point de vue de l'enfant, de la place où il est, parfois il va nous rappeler certaines choses par rapport à lui. Je sais pas, quand on parle de déménagement, quand on parle d'un autre emploi, par exemple, parfois les enfants, ils entendent les parents discuter ensemble, peut-être d'une possibilité de changer de poste de travail, ou de pouvoir faire une autre orientation de carrière ou quoi. Et parfois notre enfant, s'il participe à la discussion, ou bien s'il donne son avis, il va peut-être attirer notre attention sur une conséquence à laquelle nous on n'a pas pensé. Hein, et que peut-être que nous on est en train de prendre notre décision avec tous nos critères d'adulte, et puis qu'on n'a pas pensé que lui il allait complètement changer de copain, que si papa commence à travailler comme ça, il ne pourra plus faire telle activité. Pour l'enfant c'est vraiment très important. Alors peut-être que la décision elle sera peut-être prise de la même façon, mais qu'on pourra aménager des choses qui vont adoucir aussi ça. Ou bien qu'on pourra peut-être se dire finalement mon enfant il m'a dit ça,
je dors dessus, et puis demain, je vais peut-être voir les choses sous un autre angle, dans une autre perspective. Et donc, si l'enfant il a le sentiment que ça compte, mais que la décision ne pèse pas sur lui, parce qu'alors on entre dans l'autre extrême, on a des enfants qui sont hyper angoissés, eh bien on va avoir des enfants qui vont aussi développer une bonne estime d'eux-mêmes. Alors aussi, toujours dans la même veine, c'est favoriser l'expression des opinions personnelles des enfants. C'est quelque chose qui va aussi aider très très fort à l'estime de soi. C'est d'abord... C'est pas grave, ça ne me dérange pas du tout. On va aussi avoir... si on a le droit de dire ce qu'on aime, si on encourage nos enfants à s'exprimer sur ce qu'ils apprécient, sur ce qu'ils n'apprécient pas, sur ce qu'ils pensent tout simplement, eh bien vous allez avoir des enfants qui vont prendre leur place dans un groupe. Vous avez des enfants qui vont faire des choix conjugaux éclairés parce qu'ils vont avoir une habitude, ils vont oser dire j'aime bien, j'aime pas, il me plaît pas, il me plaît pas, etc., etc. Et donc vous allez avoir... c'est tout un entraînement en fait dans l'éducation. Il y a aussi un point qui est très très important quand on parle d'estime de soi, c'est la question des blessures intérieures. Il y a des personnes, peut-être parmi vous, ou en tout cas il y en a parmi les humains, et donc s'il y en a parmi les humains, il y en a dans la communauté arabo-musulmane. Nous ne sommes pas du tout protégés de tout ce qui peut arriver, de toutes les agressions qu'on peut subir dans notre vie, parfois même dans notre propre famille, c'est une réalité. Et c'est vrai que quand on a ce genre de blessures intérieures, eh bien, ça va avoir des répercussions forcément sur notre estime de nous. Et c'est vrai que souvent on va travailler l'estime de soi, les blessures intérieures en parallèle, et qu'on va se rendre compte que si on a des gros traumas, ce qu'on appelle en psychologie des gros traumas, eh bien l'estime de soi, il va falloir faire un travail particulier par rapport à ça. C'est notamment particulièrement le cas quand il y a des personnes qui ont vécu des abus sexuels ou des choses comme ça. On va vraiment être dans un travail très particulier par rapport à ça. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas le cadre de l'intervention par rapport à ça, mais il faut vraiment avoir ça en tête et se dire que si on n'est pas responsable de ce qu'on nous a fait, à un moment on va être responsable de ce qu'on va en faire. Et c'est vrai que si on a vécu ce genre de gros trauma, eh bien il faut pouvoir les soigner d'une façon ou d'une autre pour pouvoir avancer dans notre vie de façon plus sereine. Et puis rendre les gens heureux aussi autour de nous, parce que forcément ça va avoir de l'incidence. Jean-Paul Sartre disait « L'important, ce n'est pas ce que l'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. » Donc à un moment, je la répète, l'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Okay? Donc on a peut-être subi des choses, on a peut-être été des victimes, et puis à un moment, ce qui va être important, ça c'est là, et ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui font un peu de psychologie, la résilience. Ça, ce sera pour une autre fois, Inch'Allah. Alors, pour nous aider à retrouver une bonne estime de nous, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut y aller par étapes, pour tous les changements. Des petites choses à bord, les prises de conscience à bord, les petites choses, et puis les choses de plus en plus importantes. Alors, c'est revenir à soi, toujours, parce que si vous cherchez la solution dans l'autre, vous ne l'aurez jamais. La solution, vous allez toujours la trouver à l'intérieur de vous. C'est en partant de vous que vous allez améliorer vos relations avec les autres. Parce que la personne qui sait le mieux sur Terre ce qui est bon pour vous, c'est vous-même. Donc c'est chacun d'entre nous, c'est nous pour nous-mêmes. Il n'y a qu'un seul être qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, ça va se prendre à l'intérieur. Après, la personne sur Terre qui sait mieux ce qui est bon pour nous, c'est nous-mêmes. Et c'est ça qu'on doit essayer de faire toutes et toutes. Est-ce qu'on a un marqueur indélébile? Non, c'est pas ça. C'est pas grave. On a fait une petite erreur technique. Je vous ai préparé des petites cartes comme celle-ci. Je vais vous proposer chacun, si vous avez de quoi écrire, une petite feuille de brouillon, un truc comme ça, ou en tout cas vous mettez dans un coin de votre tête. C'est avec un stylo. Ce que je vais vous demander, ce que je vais vous proposer de faire, c'est que vous vous mettiez dans la tête, chacun et chacune. Vous avez vu tout à l'heure que... C'est quoi votre prénom? Sarah. Sarah. Vous avez vu que Sarah, quand
C'est comment ton prénom? Saber. Sab? Saber. Sabé. Que tout à l'heure, quand vous Saber. dites, c'est juste. Sabé, pardon. Saber. Excuse-moi. Quand Sabir a dit des choses négatives, Sarah a répondu quelque chose de positif qui pouvait contrebalancer les choses, les messages négatifs. Quand vous avez votre dialogue intérieur et que vous avez des choses négatives qui vous viennent en tête, on a chacun des mots positifs qui peuvent nous rebooster. D'accord ? Et ces mots positifs, ils vont être différents pour elle, pour moi, pour toi, pour lui. Voilà. Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est de penser chacun et chacune à un mot ou une phrase positive qui peut vous rebooster quand votre estime de vous, elle baisse. Le truc préféré qu'on vous dise. Alors, vous n'êtes pas obligé de le dire tout, hein, c'est vraiment pour vous-même que vous le faites. Ça peut être le surnom par lequel votre maman vous appelait quand vous étiez tout petit, que ça vous faisait je suis préférée de la maman, des choses comme ça. Voilà, parce que ça prend sa source vraiment très très loin, ces choses-là. Vous vous mettez ce petit mot, cette petite phrase en tête, et puis l'objectif c'était de l'écrire sur cette carte. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que vous le gardiez en tête, que vous partiez avec la petite carte, et puis vous l'écrivez de l'autre côté. Avec un marqueur indélébile, ça marche. Hein. C'est comme ça que vous dites aussi en France. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le même vocabulaire pour ces choses-là. Et donc, ce que je vous proposerai de faire, c'est que vous l'écriviez sur la carte ici derrière, et que cette carte, vous la gardez avec vous. Agenda, n'importe. Enfin, je sais même que maintenant, on n'a plus beaucoup d'agenda papier ou n'importe quoi. Dans vos cours, comme signé dans un bouquin que vous lisez ou n'importe quoi. Et que vous pouvez vous servir, c'est un petit objet, alors en psychologie, on appelle ça un objet transitionnel. C'est comme les doudous. Hein. C'est un objet qui peut être vachement rassurant quand on va passer un examen, n'importe quoi, ça va bientôt être les examens. Donc vous mettez le petit message encourageant que vous préférez, et quand vous allez rentrer dans la salle d'examen, eh bien avant de rentrer, vous avez votre petite carte, rien que de la toucher, rien que de penser, vous dites non, non, t'es à 2, t'es à 3, on remonte sur l'échelle, on vous dit le message encourageant, on remonte et puis on répond aux questions dans cet état-là plutôt que hein, quand je suis là-bas, franchement mes réponses elles vont pas être terribles. Hein. Si je remonte, même si je sais pas, je vais peut-être arriver à croire dans ce que je dis, au moins à faire passer le peu que je sais, à me mettre en valeur et à me permettre d'avoir la réussite à mon examen. Voilà, je vous laisse distribuer, c'est pas grave. Je vous laisse distribuer les petites cartes. Ou sinon, si quelqu'un veut. T'as déjà travaillé, c'est ça? S'il vous plaît, voilà, alors, pendant qu'on distribue ça, je vais juste vous dire ma conclusion. Et puis, si vous avez des questions, elles sont vraiment les bienvenues. Alors donc, en conclusion, vous l'aurez compris, avoir une bonne estime de soi, non seulement ce n'est pas incompatible avec l'humilité, mais c'est aussi un élément favorisant l'humilité. Ce n'est pas devenir égoïste, très important, c'est juste apprendre à donner sans se sacrifier, dans le juste milieu que nous enseigne Allah. Le don, c'est un geste noble, c'est un geste de partage. Si je partage, je ne m'oublie pas. Par contre, si je sacrifie, eh bien, je le fais au détriment de deux personnes. Je le fais à mon détriment et je le fais au détriment de celui qui reçoit. Parce que si je sacrifie dans le sens négatif du sacrifice, il faut vraiment faire la distinction, je vais créer une dette, je vais mettre l'autre en dette directement vis-à-vis de moi. Si je donne, je donne. Même si mon don est un sacrifice entre guillemets, mais que je le fais sous forme de don, eh bien je donne et c'est parti. Et c'est très bien comme ça. Et je peux faire ça, alors l'image que j'utilise souvent, c'est celle de la fontaine et du citron. Alors qu'est-ce qu'ils ont à voir l'un avec l'autre, vous allez comprendre, c'est que si je donne, et que je ne m'oublie pas, je donne comme une fontaine. Une fontaine, elle est raccordée à une source, et donc elle est alimentée en permanence. Si vous voulez donner, vous êtes obligé de vous nourrir, c'est pas possible de faire autrement. Et donc, raccordé à une source, quelle qu'elle soit, vous allez donner sans jamais être dans le sacrifice. Par contre, si vous vous comportez comme un citron qui est tombé de l'arbre, vous allez donner, et puis à un moment, il n'y a plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la source, en fait. Okay, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Parce que, voilà, c'est le détriment des deux personnes, hein, celui qui donne et puis celui qui reçoit aussi. Celui qui reçoit une dette, il est vraiment pas bien. Voilà. Je ne sais pas expliquer avec moi, c'est pas grave. Eh bien, c'est ce avec quoi je vous souhaite de repartir, en tout cas.
que Dieu vous aide à accomplir chacun et chacune le meilleur du potentiel qu'il vous a donné. Il est le plus savant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, voilà, je vous en prie, elles sont les bienvenues, Inch'Allah.